C'est le grand entretien de ce Smart Impact. 26 minutes avec une personnalité qui compte dans notre économie. J'accueille Fabrice Bonifay. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous retrouver dans notre émission. Vous êtes président fondateur de GenAct, président du Collège des directeurs du développement durable, le C3D, et vous étiez jusqu'en avril dernier directeur développement durable et QSE du groupe Bouygues. Et vous organisez une grande soirée événement ce 30 septembre à la scène musicale Play for Life. On va évidemment longuement en parler, mais quand même, cette semaine, moi j'ai été frappé par les déclarations, le discours du président américain devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors on est habitué aux extravagances de Donald Trump, mais quand il dit le changement climatique, c'est la plus grande arnaque de l'histoire. Comment vous réagissez ? C'est le chef de la première puissance mondiale devant cette Assemblée des Nations Unies qui dit ça. Les bras m'en tombent. Enfin, je pense que c'est juste dramatique de voir une personnalité de ce niveau-là. Enfin, le niveau il n'est pas haut en ce qui le concerne. Hein. Non, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Ça prouve bien que les démocraties sont quand même malades d'arriver à élire des gens comme ça. Et donc, il y a vraiment un bug dans le système. Mais bon, on est à mon avis, dans un cycle bas sur ces thématiques. Ça peut pas rester comme ça de toute manière, parce que de toute façon, le changement climatique n'a que faire de Donald Trump. Oui. Et hélas, les dérèglements climatiques et les stigmates de ce dérèglement, c'est-à-dire les événements indésirables qui ne cessent de se multiplier, rendent quand même très, très visibles ces changements auprès de toutes les populations mondiales, y compris aux États-Unis, qui souffrent beaucoup de cela. Donc, non, je pense que c'est un idiot. Et vous savez, le management, c'est une énergie renouvelable. Hein. Ça va se renouveler. Ouais. On est face à un climato-complotisme, un climato-scepticisme qui finalement trouve, avec le président des États-Unis d'Amérique, leur meilleur avocat. C'est quand même ça que moi je trouve, parce que ça pouvait rester dans certaines sphères, effectivement, on se retrouvait avec des vidéos partagées sur des réseaux sociaux. Là, c'est le président des États-Unis. Est-ce que ça freine la décarbonation, les stratégies de certains grands groupes qui font du business aux États-Unis ? Assurément. Ouais. Il faut en tenir compte, on n'a pas oui, parce qu'en fait, il y a toujours cette stratégie, enfin cette dictature plutôt du court terme. Ouais. Et à court terme, c'est lui qui est au pouvoir. Ouais. Et il a un pouvoir de nuisance qui est quand même si il dit tout et son contraire en 24 heures, je pense que maintenant, on a appris aussi un petit peu à le connaître. On l'a bien vu sur ses déclarations fracassantes sur la guerre en Ukraine, qu'il allait arrêter en 24 heures, etc. Il n'a rien fait tout ça. Donc, à mon avis, il n'est pas très crédible sur la géopolitique. Il n'est pas du tout crédible, bien sûr, sur les sujets environnementaux, vu qu'il les conteste. Mais il est là pour 4 ans. Donc, vous étiez encore au groupe Bouygues il y a 6 mois. Est-ce que la stratégie américaine d'un grand groupe est obligée de s'adapter d'une certaine façon ? À partir du moment où il y a des décisions qui sont... Enfin, l'État américain fait passer un certain nombre de consignes, comme quoi on ne tient plus compte des trajectoires, ou ça ne rentre plus en ligne de compte dans les décisions des appels d'offres, etc. Forcément, c'est une incidence. Forcément. Et les entreprises françaises qui opèrent aux États-Unis, maintenant, il n'y a plus aucune obligation particulière. Il n'y en avait déjà pas beaucoup avant. Alors, ce qu'il faut même se dire quand même, c'est que aujourd'hui, c'est une espèce de révélation du cynisme poussé à son paroxysme. Mais est-ce que ça change véritablement par rapport à Biden ou à l'époque d'Obama, ou même Obama il y a etc. plus longtemps, La réponse est non. La réponse est non. En fait, les émissions continuent d'augmenter au niveau mondial, quasiment au même rythme. Donc, oui, alors il y en a un qui le dit ouvertement qu'il en a rien à foutre. Les autres disaient que c'était vraiment important pour eux. Mais est-ce qu'ils en faisaient vraiment beaucoup plus ? Grand-chose, Voilà, donc... l'un dans l'autre, je pense que il va falloir qu'on revoie la méthode si on veut vraiment s'y mettre, car aujourd'hui, on n'y est pas. Oui. Avec cette question des limites planétaires, on a appris cette semaine que la 7e limite planétaire était officiellement dépassée, celle de l'acidification des océans. Les scientifiques nous alertent depuis des décennies. On essaye humblement, avec des émissions comme ça, de faire passer un certain nombre de messages. Vous êtes vu plusieurs fois. Pourquoi on n'est pas aussi nombreux qu'il le faudrait à tirer les conséquences, à changer de mode de vie, à changer de modèle économique ? Comment vous l'expliquez ? Alors, selon moi, il y a trois choses qui l'expliquent. Il y a un problème d'abord de compréhension des enjeux, de la gravité des enjeux. Tout le monde est au courant qu'il se passe quelque chose, mais il y a peu de gens qui savent que c'est extrêmement grave, et surtout le peu de temps qui nous reste pour agir. Et surtout, il y a deux courants qui s'opposent. Il y a ceux qui disent, oui, si, c'est grave, il y a un problème climatique, mais
on a des solutions techniques. Vous inquiétez pas, on va maintenir les modes de vie des pays à haut revenu et tout va pouvoir continuer comme avant parce qu'on va remplacer du sale par du propre avec de la technologie. Et bon, même pas mal, ça ne changera rien en fait. Et tout ça, bien sûr, c'est faux. C'est faux, on sait très bien qu'on vit en survitesse par rapport à la capacité de la planète à nous apporter des ressources et surtout à la capacité de la planète à digérer nos externalités négatives associées à nos modes de production, à nos activités humaines, tout simplement. Donc il va falloir qu'on ralentisse la taille de l'économie du non-essentiel. Alors, quand je dis du non-essentiel, c'est qu'il y a tout un tas de trucs dans l'économie qui sont complètement essentiels. Puis il y a tout un tas de trucs, on peut quand même se dire, voilà, si ça n'existait pas, ce serait... Et si ça n'existait pas, le gros avantage, c'est que ça ferait baisser la pression sur les ressources. Ouais, c'est ce que vous dites. On y reviendra peut-être un peu plus tard, mais vous dites, nous ne pourrons pas en même temps verdir l'essentiel et l'accessoire. Bah oui. Mais alors, c'est quoi l'accessoire? L'accessoire, faut le définir. L'accessoire, il y a des choses dont on peut se passer. Et c'est surtout réinventer le récit du vivre ensemble. Qu'est-ce qui rend heureux, en fait? Ce qui rend heureux, c'est de consommer, c'est de consumer la planète. C'est, je ne vais pas donner trop d'exemples pour me fâcher, je ne vais pas me fâcher, mais il y a quand même tout un tas de trucs. On pourrait shifter d'un mode de vie très consumériste vers un mode de vie un peu plus basé sur l'immatériel, retrouver un peu plus de liens sociaux, par exemple, d'entraide. Ça rend véritablement heureux et ça consomme moins de carbone. Alors, donc on voit que le problème, c'est un enjeu culturel. Et c'est pour ça qu'on a besoin des artistes, d'ailleurs, et qu'on va faire Play for Life dans quelques jours. On va parler de Play for Life. Parce qu'on est complètement passé à côté de cet enjeu culturel, nous autres, les colibris de la transition, avec les scientifiques, d'ailleurs. Et on ne peut pas demander non plus aux scientifiques de nous alerter sur nos façons de consommer la planète et donc la façon de produire le monde aujourd'hui qui est complètement délétère en termes de surconsommation de ceci ou de cela et puis des conséquences en termes de changement climatique avec des données scientifiques, techniques, mesurées, etc. On ne peut pas leur demander de nous alerter là-dessus et en même temps de nous donner les solutions et en même temps de nous dire, ben voilà, au niveau de vos modes de vie, il faudrait que vous... Ça fait beaucoup pour un scientifique quand même. Hein. Et alors que les artistes... Ils faire passer ces messages. Ils arrivent à faire passer des messages. Parce qu'il y a ce côté émotionnel. C'est quand même étonnant de voir des artistes qui arrivent à remplir des stades avec souvent des messages de fond qui sont quand même assez basiques. Hein. Et pourtant, il se passe quelque chose. Donc peut-être qu'en mixant les deux, on arrivera à faire évoluer les mentalités. Et d'ailleurs, vous dites qu'il faut instaurer une sorte de rapport de force avec ceux qui pensent que le monde est infini, les Trump et compagnie, hein, et beaucoup d'autres, hein, qu'il n'y a pas de limite planétaire. Et donc, Play for Life, ça rentre dans cette logique de rapport de force pour vous? Oui, parce que plus on sera nombreux à voir que le problème il est là et qu'il est grave et qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour agir, plus on pourra, avec notre bulletin de vote, avec notre carte bleue, flécher nos achats sur des produits plus responsables et puis aussi faire advenir des politiques publiques qui vont dans le sens d'une vraie transition. Mais le deuxième levier, quand même, dont on va encore parler, le deuxième levier, c'est quand même le plus important, c'est comment on arrive à payer les salaires des gens en restant en vie économiquement, mais avec un mode de production radicalement différent. Et donc nous, ce qu'on propose au C3D maintenant avec la jeune association GenAct, c'est de rompre avec l'approche linéaire de la production, qui est extractiviste, écocide. Donc on prend des matières premières, on fabrique, on vend à des gens qui n'en ont pas toujours besoin, ensuite ils l'utilisent et ça finit en déchets le plus du temps avec un taux de recyclabilité qui est extrêmement faible. Bon, ce système-là, il épuise en fait les ressources et c'est pas un système qui est durable dans la mesure où la planète est ronde avec des stocks finis de matières premières et minérales notamment, parce que tout ce qui nous entoure, c'est des matières premières transformées. Donc faire de l'économie circulaire, l'économie, c'est même plus que ça, c'est l'économie régénérative. Régénérative, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne suffit pas que ça soit circulaire et surtout, il ne faut surtout pas qu'on pense qu'il suffit de tout recycler et que tout ira bien. Parce que le recyclage, c'est une défaite de la conception. On peut recycler plein de trucs, mais on ne peut pas recycler à l'infini beaucoup de choses, parce que les matières premières sont mélangées, etc. Et donc, au bout d'un moment, on perd les caractéristiques des produits et on est obligé toujours en permanence d'aller chercher des matières premières dans la nature. Donc, ce qu'on pousse, nous, c'est l'économie de la fonctionnalité de la coopération, c'est-à-dire faire des produits qui durent beaucoup, beaucoup plus longtemps. Les industriels resteront souvent propriétaires de ces produits, loueront l'usage, donc c'est pas retour au Moyen-Âge, aux Amish, etc. On continuera de bénéficier du meilleur de la technologie. Par contre, on va sans doute devoir plus partager, mutualiser, intensifier l'usage de tout et n'importe quoi, de manière à produire moins, car l'essentiel de l'empreinte écologique d'un produit,
c'est sa fabrication. Ouais. C'est pas son usage. Alors certes, il y a des produits qui utilisent des flux physiques pour leur fonctionnement. Un téléphone, il faut le recharger. Une voiture, il faut mettre de l'essence dedans ou de l'électricité. Donc ça consomme du flux physique. Mais quand on regarde l'empreinte carbone ou l'empreinte matière globale, on s'aperçoit que la fabrication, souvent, c'est l'essentiel. D'accord. Donc si on en fabrique moins, on fait baisser la pression. Et si on le mutualise plus... Et alors pourquoi c'est possible de mutualiser? Parce qu'on est obèse en tout. On a trop de mètres carrés, on a trop de voitures, on a trop de vêtements, on a trop d'outils, de machines. D'outils dont on sert 2 fois par an et encore. Et encore, alors ça c'est à titre individuel, mais même en B2B, même en B2B. Il y a bien sûr, il y a des machines qui tournent 24/24, mais dans beaucoup d'endroits, il y a des machines qui tournent très peu. Donc ça, c'est des entreprises qui doivent apprendre à coopérer, à travailler ensemble pour utiliser les mêmes machines. Par exemple, avec une chronotopie qui est gérée. Aujourd'hui, en disant, toi, ça sera le mardi, toi, ça sera le mercredi, et puis c'est pas très grave. Donc il va falloir qu'on s'organise là-dessus pour intensifier l'usage, faire transpirer les assets, faire en sorte que les assets, on puisse plus les utiliser, plus c'est mieux. Donc, de fait, on aura besoin d'avoir des machines qui seront plus robustes. On va passer de la performance à la robustesse, Olivier Hamon, et qui seront réparables, qui auront des durées de vie bien plus longues. Et surtout, comme ces machines pourront être récupérées par les industriels ou par des secteurs donnés in fine, au lieu de vouloir les recycler, certains éléments de ces machines qui s'usent pas, où il n'y a pas de pièces d'usure, des éléments de structure par exemple, au lieu de refondre tout ça pour le refabriquer, on va pouvoir les réemployer. Et ça, cette économie-là, elle est extrêmement vertueuse. Et ça, on peut gagner de l'argent avec ça. Alors, on peut payer des salaires avec ça. C'est la question que j'allais vous poser, parce que ça suppose de moins produire. Donc, pour les industriels, pour ceux qui produisent, ils vont moins vendre. Donc, ils resteront, vous l'avez commencé à l'évoquer, mais il faut qu'on rentre un peu dans le détail, propriétaires de la machine, et les autres seront dans une logique de location, et c'est ce qui permettra à l'entreprise qui produit de gagner de l'argent. C'est exactement ça. Et donc, on va avoir des flux financiers qui vont être différents. Aujourd'hui, l'entreprise achète les matières premières, fabrique les produits avec des fournisseurs, souvent beaucoup de fournisseurs, agglomère tout ça et vendent le produit. Une fois qu'ils ont vendu le produit, ils mettent une petite marge et c'est ce qui leur permet de faire leur activité. Voilà. Et après, ils ne savent pas ce qui se passe de leurs produits la plupart du temps. Bon, alors ça marche très bien, sauf qu'on l'a bien vu, ça épuise la planète. C'est plus possible de continuer comme ça pour tout un tas de raisons. Et de toute façon, même s'il reste encore beaucoup de ressources minérales, les taux de concentration de la plupart des métaux de base, notamment pour la transition, se baissent à une vitesse vertigineuse et ça devient de plus en plus compliqué, ne serait-ce que de s'approvisionner avec ces matières premières. Donc ça pose même un problème pour les entreprises qui, au bout d'un moment, ne pourront plus produire parce que soit ce sera trop cher, soit il n'y en aura plus. Donc, le flux financier de l'économie d'usage, il est lié à la location, effectivement. Donc, on va devoir toujours continuer de fabriquer des produits ultra robustes qui vont coûter cher. Et là, pas de pot, les entreprises qui vont louer vont dire, moi, le temps que je me refasse la cerise économique de ce que j'ai dû dépenser pour faire la série 1 de mon produit, et si je le loue sur une longue période, quelques euros, je vais avoir des problèmes de BFR, de trésorerie, etc. Donc là, il faut aussi qu'on change notre système financier. Et il faut que les financiers, les banques, financent cette économie de la fonctionnalité de la coopération pour apporter le cash aux entreprises nécessaires pour qu'ils puissent fabriquer les produits et qu'ensuite les clients, avec leur redevance, la location du produit, puissent flécher une partie de l'argent qui ira rembourser, bien sûr, les établissements bancaires, et puis l'autre partie qui ira alimenter l'entreprise. Et donc, on est en train de faire plein de propositions pour faire advenir, en fait, cette nouvelle façon de faire de la finance durable, parce que ça, c'est ultra vertueux de faire comme ça. Et il y a aussi besoin, de la part des pouvoirs publics, de changer les règles d'amortissement. Alors, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez des produits qui sont, la plupart des produits sont amortis sur très peu de temps, 4-5 ans. Donc, ça, dans les comptes, on les a sur 4-5 ans. Puis, au bout de 5 ans, c'est complètement amorti, ça compte pour zéro. Alors, on peut continuer d'utiliser le produit, mais dans les comptes, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. On se dit, mais c'est un peu idiot. Dans ces produits, il peut y avoir des choses qu'on va pouvoir récupérer. Donc, pourquoi amortir des trucs alors qu'on pourrait très bien considérer qu'il y a 70-80% des éléments constitutifs d'un produit qu'on va pouvoir récupérer en fin de vie pour en refaire d'autres. Pourquoi amortir ça dans ces cas-là ? Donc, rentrer dans ce qu'on appelle de l'amortissement décomposé. Et ça va... Le terme qu'on utilise maintenant, c'est la pérennité programmée circulaire, passer de l'obsolescence programmée, qu'on connaît bien aujourd'hui, parce que les industriels ont intérêt à ce que les produits ne durent pas trop longtemps pour provoquer le réachat, parce que c'est l'économie du volume qui décide. Donc, si ça dure trop longtemps, l'entreprise ne fera pas son chiffre d'affaires parce qu'il ne vendra pas suffisamment de produits dans quelques temps. À la pérennité programmée, où là, en fait, les fournisseurs, enfin, pas les fournisseurs, les entreprises auront
intérêt à ce que ça dure le plus longtemps possible, parce que chaque minute marginale de bon fonctionnement du produit, c'est du cash pour eux, sans qu'ils soient obligés de réacheter des matières premières, de se réapprovisionner. Donc c'est vraiment une économie qui est ultra vertueuse et qui génère beaucoup de cash. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on fait de ce cash? Parce que c'est beaucoup plus rentable. On n'achète pas les matières premières, je ne sais pas si vous voyez, c'est beaucoup plus rentable. Alors là, l'idée, c'est de dire, on a fait tellement de bêtises depuis des décennies sur notre façon de produire le monde, et on a tellement pollué, on a tellement dégradé les écosystèmes, 7 limites planétaires ont été dépassées, pollution dans l'eau, les microplastiques, les particules, je ne vous fais pas de dessin, c'est une catastrophe sanitaire même pour l'humanité. Eh bien, les entreprises les plus vertueuses de demain vont comprendre, elles doivent comprendre que le capital le plus important dans une boîte, c'est pas le capital financier, c'est le capital naturel. Et donc le capital naturel, il est aujourd'hui mis à mal par nos modes de production qui sont gloutonniers. Et l'idée, c'est de dire, comme c'est ce capital qui est le plus important, parce que quand il n'y aura plus de services écosystémiques, quand il n'y aura plus de bonnes conditions d'habitabilité de la planète, on ne pourra pas continuer de vivre, eh bien on a intérêt à le reconstituer. Donc on va utiliser ce cash pour reconstituer le capital naturel. Ben oui, et donc pour restaurer les puits de carbone, pour restaurer la biodiversité, pour faire en sorte que les services écosystémiques fonctionnent le mieux possible, le cycle de l'eau, le cycle de la pollinisation, etc. Et ça, ce qu'on souhaite, c'est que l'entreprise puisse être redevable de cette capacité à entretenir, à préserver, à régénérer le capital naturel. Et c'est pour ça que dans les conseils d'administration, on va faire des propositions avec Marine Calmet, où on souhaiterait voir apparaître une nouvelle catégorie d'administrateurs qui soient des représentants des droits de la nature, qui pourront siéger au conseil d'administration avec un droit de veto. Quelques entreprises qui ont commencé à le faire. Eh bien, c'est très bien, ils ont raison, c'est des pionniers, ils l'ont fait avant que la loi le demande, mais nous, on veut que ce soit inscrit dans la loi, parce que c'est tout l'intérêt d'ailleurs des entreprises de faire ça, parce que le premier capital d'une entreprise, c'est le capital naturel, bien avant tout le reste. Si on n'entretient pas ça, il ne pourra pas y avoir de prospérité future de l'entrepreneur. Bon, il nous reste 9 minutes, Fabrice Bonifay. Je voudrais qu'on les consacre quand même à détailler cet événement Play for Life ce 30 septembre à la scène musicale à Paris. On va y voir quoi? Alors, ça revient à l'idée de ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à sensibiliser le plus grand nombre, et notamment les décideurs, d'une façon différente. Alors, on a essayé les tableaux Excel, les scientifiques avec des argumentaires implacables d'un point de vue technique, et ça ne marche pas. Les fresques du climat. Les fresques du climat, oui, c'était déjà le début du commencement d'une gamification de la prise de conscience, c'était déjà très bien, mais on n'a pas été assez loin, ça ne suffit pas. Donc, on s'est dit, de toute façon, au point où on en est, vu que ça fait 20 ans qu'on essaye en vain et qu'on n'a pas avancé beaucoup, voire on a reculé dans certains pays, comme aux États-Unis, si on essayait de faire appel aux artistes pour combiner à ces discours des lanceurs d'alerte, provoquer un choc émotionnel dans la tête des décideurs pour qu'ils se disent oulala, mais j'ai une responsabilité historique, s'il en va de ma dignité, mais c'est un peu comme quand on tombe amoureux ou quand on a un choc émotionnel énorme, on est prêt à changer de comportement, alors que quand on est au business as usual, ça nous glisse dessus comme Lolo sur les plumes d'un canard, et en fait, il ne se passe rien. Et donc là, on veut briser l'armure de ces gens-là. Il y aura des artistes et des lanceurs d'alerte. Alors bien sûr, ce n'est pas fait n'importe comment, ça va être combiné. Il y a un storytelling qui va être... parce qu'en fait, on montre aussi... Alors c'est quoi le storytelling? C'est qu'on montre que ce n'est pas que le climat, ce n'est pas que les ressources, ce n'est pas que la biodiversité, que tous ces enjeux sont interdépendants, et que finalement, in fine, le plus important, c'est quand même la préservation de la vie, et que le climat a une grosse incidence sur l'extinction du vivant, parce que quand le climat change et se réchauffe, bien sûr, ça a des effets énormes sur la biodiversité. Et bien montrer que le plus important, c'est de préserver la vie, et que pour préserver la vie, il faut qu'on économise les ressources. Il faut bien sûr qu'on baisse nos émissions de gaz à effet de serre et montrer cette interdépendance des enjeux, que l'approche, elle est systémique. Et donc, les lanceurs d'alerte vont dire ça, et les musiciens, c'est la sauce. Ils vont relever la sauce. Et c'est vrai que dans un plat, la sauce, c'est très important. La sauce est très importante. En cuisine, on nous dit toujours ça. Bien sûr, et c'est ça qui fait en fait qui fait que c'est bon, c'est moins bon. Il faut pas se mentir. Et on peut espérer que finalement les messages des lanceurs d'alerte passent mieux, entrent plus profondément dans le mindset des décideurs, parce que dans la salle, il y aura quand même beaucoup de décideurs, beaucoup de chefs d'entreprise, de cadres dirigeants, de grands groupes,
qui ont quand même dans leur sphère d'influence des leviers d'action importants, de décision, d'investissement, de désinvestissement, de renoncement et bien sûr de changement de modèle d'affaires. Une entreprise peut changer son modèle d'affaires progressivement en adoptant donc ces fameux modèles d'affaires permacirculaires, économie de la fonctionnalité. C'est possible, il y a des entreprises qui le font aujourd'hui. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on accélère en fait ce déploiement de tout ça. Ça veut dire que les lanceurs d'alerte, vous pouvez en citer quelques-uns, vous leur avez donné quoi comme consigne? Carte blanche. Allez-y fort. Ben oui. Il faut les secouer. Ben, en fait, hélas, il n'y a même pas besoin d'exagérer. Ben non. Voilà, il faut simplement dire ce qui se passe, raconter ce que les données scientifiques aujourd'hui, les observations que l'on a sur le terrain. Donc c'est implacable. Il faut voir. Il y aura Heidi Sebestre qui sera là. Bon, ça se voit que les glaciers fondent quand même. Hein. Dans notre émission, voilà, donc c'est implacable. Ouais. Il y aura Gilles Boeuf. Gilles Boeuf, il voit bien, avec son expérience depuis de dizaines d'années sur ce sujet, il voit bien que la biodiversité est en train de disparaître et les drames que ça génère. Pour nous déjà, pour nous humains, parce que moins de biodiversité, c'est moins d'immunité aussi pour l'espèce humaine. Et puis Jean Covici sur le climat, il a quand même un petit peu crédible ce garçon quand même. C'est intéressant de comprendre comment il analyse les choses et comment il voit bien que de toute manière, il va bien falloir qu'on change de mode de vie parce que la décroissance des flux physiques carbonés, on va y avoir droit de gré ou de force. Donc autant quand même anticiper, comme il le dit tout le temps, et essayer de dire mais de quoi avons-nous besoin? C'est quoi le CO2 utile, là où on ne peut pas le remplacer, puis le CO2 futile. À l'essentiel et l'accessoire dont on parlait tout à l'heure. Parce que de demander à tout le monde de baisser son empreinte, ça n'a pas de sens. Si vous fabriquez des vélos ou de l'isolant pour les bâtiments, à la limite que vous ayez une très forte croissance, c'est très bien parce que vous allez éviter du carbone chez les autres. Par contre, il y a d'autres industries, c'est moins évident quand même. Donc il va bien falloir qu'on fasse des choix. Donc on est rentré dans l'ordre des choix. Et pour qu'on arrive à faire des choix compris par les gens, par la population et par les politiques, il faut faire de la pédagogie. D'ailleurs, on l'a bien vu pour la Convention citoyenne pour le climat, il y avait toutes les mouvances politiques qui étaient représentées, toutes les classes sociales. Et une fois qu'ils ont pu une fois après avoir entendu les dires d'experts pendant plusieurs semaines, ils ont fini par proposer des mesures que même les écolos les plus radicaux n'avaient jamais osé proposer parce qu'ils avaient compris. Donc on a aussi besoin d'un choc de la pédagogie par rapport au plus grand nombre pour espérer enfin qu'on prenne des décisions qui soient dans le sens de la pérennité de notre économie. Ouais. Vous êtes encore président du C3D, le Collège des directeurs de développement durable. Quand je vous entends, je me dis, mais on fait de la RSE et parfois sérieusement dans les boîtes depuis quoi, 15, 20 ans. Ça a servi à quoi? Pour l'instant, ça n'a pas servi à shifter les modèles d'affaires. Ça a servi à préparer ce moment-là. En tout cas, j'ose l'espérer, parce qu'on verra bien dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, si oui ou non, les grandes entreprises, qui sont quand même un peu des phares pour les autres, acceptent en parallèle de leur business classique, parce que je ne crois pas au grand soir, on dit voilà, on arrête le linéaire, on va vers ça va prendre du temps. Ça va prendre, hélas, et du temps, on n'en a plus. Mais ce qu'on peut faire, par contre, notre proposition, c'est de dire, voilà, n'abandonnons pas le linéaire tout de suite, parce que c'est juste impossible, mais mettons en parallèle de cette façon de produire, des nouvelles façons de produire le même produit, mais avec cette approche-là. Et voyons comment ça se passe. Et heureusement, on a donc au C3D, on a monté un club qui est animé par Mélina Lompré, qui est un club as a service et économie de la fonctionnalité. Il y avait au début de l'année quelques entreprises qui étaient dans ce club pour apprendre comment ça marche. Et puis aujourd'hui, il y a plus une centaine d'entreprises qui commencent à s'intéresser à ces sujets. Donc le fait déjà de les avoir avec nous, d'avoir monté Genact, d'avoir créé Genact. Genact qui est un 2200 Genacteurs en 6 mois d'existence. C'est des incubateurs? C'est des incubateurs. Alors Genact, c'est pour les salariés. C'est qu'en fait, les salariés, il y en a beaucoup qui sont conscientisés, mais qui ne savent pas quoi faire. Donc on s'est dit, parce que c'est pas les responsables RSE ne vont pas pouvoir tout seuls mener ce type de chantier. Donc ils ont besoin d'être aidés par les salariés de leurs propres entreprises. Donc c'est pour ça qu'on a créé Genact. Genact, c'est une association pour des salariés d'entreprises publiques et privées. On leur permet de monter en compétence sur les sujets du régénératif, parce que c'est comme quand vous voulez apprendre une langue étrangère, il y a comme des bases à connaître. Mais après, si vous connaissez ces bases, les vocabulaires et puis les règles de grammaire de base, si vous ne pratiquez pas, il ne se passera rien. Donc, dans le Genact, il y a des contenus pédagogiques apportés par des partenaires, et ensuite des incubateurs, des Genact Land, où on va pouvoir expérimenter, et les Genacteurs vont pouvoir s'entraider les uns les autres pour monter des projets concrets dans les entreprises.
Et faire en sorte que ce modèle il devienne beaucoup plus séduisant que le modèle actuel, en fait. C'est ça le défi. Et donc, c'est exactement ce qu'on veut faire. Ouais. On veut ringardiser les modèles linéaires. Et vous savez, on n'a pas besoin, c'est la Ola dans les stades, on n'a pas besoin d'être majoritaire sur ce modèle pour que ça fasse, pour opérer la bascule. Éric Duverger le dit très bien d'ailleurs de la CEC. Aujourd'hui, les modèles régénératifs, c'est quoi? C'est 0,1% des entreprises, c'est anecdotique. Dès lors qu'il y en aura 5, 6, 10%, ça peut basculer. Parce que ça va devenir évident. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une majorité d'entreprises pour que les autres s'y mettent. On sait très bien qu'on a un combat de 4-5 ans pour faire en sorte de démontrer que ce modèle est ultra vertueux. Il génère du cash, beaucoup de cash. C'est bien plus rentable que l'économie linéaire. Alors ça, les gens disent, mais comment c'est possible? C'est bien plus rentable. Mais ce cash, qu'est-ce qu'on en fait? Si on en fait, si on l'utilise pour l'effet, ça va faire des effets rebonds, si pour réinvestir, pour se développer n'importe comment que ça, ce qu'on va gagner d'un côté, on va le perdre de l'autre. Nous, on dit ce cash, il faut l'utiliser intelligemment, c'est-à-dire il faut restaurer les puits de carbone, il faut régénérer la nature, parce que c'est votre premier capital. Ouais, un dernier mot, Fabrice Bonifay, 1 minute pour conclure. Si je comprends bien, pour que ce modèle s'impose, vous avez quand même besoin des pouvoirs publics. C'est-à-dire que là, pour l'instant, la démonstration du fait que ce soit plus rentable, c'est un peu en bêta-test, quoi, vous voyez, en quelque sorte. En bêta-test, enfin, ceux qui ont été les pionniers de ça ont démontré... Ils peuvent le prouver. Ah bah oui, d'accord. On a plein de preuves. Donc il y a les preuves, donc il y a l'État, sauf qu'il n'y a plus d'État. Ou en tout cas, il n'y a plus de gouvernement. Oui, enfin là aussi, c'est comme Trump. Ça va pas durer. Ça va pas. Enfin, on a vu qu'en Italie puis en Belgique, ça peut durer pas mal de temps. L'absence de gouvernement. 41 jours en Belgique, je crois, le record. Voilà. Et puis finalement, ils ne sont pas si mal sortis que ça. Enfin bon, c'est un peu différent qu'en France. Nous, on est plus centralisateur, etc. Mais là, j'ose espérer que ce bazar va se terminer un jour et qu'on va retrouver... en fait, des pouvoirs publics qui vont comprendre ce que c'est que l'intérêt général, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas bien compris ça. Mais bon, moi, je ne suis pas Madame Sol. Enfin, il y a des échéances électorales qui approchent. Et donc, c'est le bon moment pour porter ces idées. Exactement. Merci beaucoup, Fabrice Bonifay. Donc, ce Play for Life, c'est ce 30 septembre à la scène musicale. Ça sera retransmis à la télévision. Oui, voilà. Oui, parce que c'est complet. C'est complet. Bon, ce sera retransmis à la télévision, visible en replay, etc. Merci beaucoup et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.